J'enchaîne par la deuxième présentation qui va avoir trait à comment examiner, traiter un parkinsonien fluctuant. Donc, on l'a vu hier, on en a parlé que dans l'étude de Global Burden Disease de 2015, que la maladie de Parkinson était parmi les maladies dont la prévalence, le handicap et le nombre de décès augmentaient le plus rapidement parmi les autres maladies neurologiques. En 2016, il y avait... D'accord. Donc, en 2016, il y avait 6,1 millions de patients parkinsoniens de par le monde, et cette prévalence est attendue à atteindre 9 millions en 2030. Tout ça pour dire que voilà, il y a beaucoup de malades Parkinson et on le voit dans nos consultations, on a beaucoup de malades, donc il faut savoir gérer le traitement de manière optimale. Alors pour ce qui est des complications motrices, à savoir les fluctuations des dyskinésies, donc elles apparaissent au cours des 4 à 6 ans du diagnostic. Donc plus de 40% des patients fluctuent à 4-6 ans après le diagnostic et plus d'un tiers ont des dyskinésies. Et ces complications sont d'autant plus importantes si la maladie est déclarée tôt, avant 50 ans, et ça peut atteindre 80% des patients après 3 à 5 ans de traitement. Alors la gestion de cette complication est assez difficile et on va voir. Ça marche pas très bien. Bien, donc alors avant de voir le traitement, donc on va, je vais redéfinir les fluctuations. Donc on va voir d'abord, bon, il y a les fluctuations motrices et les fluctuations non motrices. Alors pour ce qui est des fluctuations motrices, donc on les classe en deux, celles qui sont prévisibles et celles qui sont imprévisibles. Alors prévisibles, ça veut dire qu'elles sont rythmées, qu'on va savoir quand est-ce qu'elles vont apparaître, qu'elles sont rythmées par les prises médicamenteuses ou bien qu'elles sont d'horaires invariables. Et donc, on distingue 3 types. Il y a l'akinésie que vous connaissez, en fait, tout ceci vous le connaissez, les akinésies de fin de dose. Donc, c'est les réapparitions du syndrome parkinsonien avant la prise suivante. L'akinésie matinale qui survient au réveil, le matin, et c'est la première généralement qui apparaît. Et puis, il y a l'akinésie nocturne en milieu de nuit et qui se manifeste par une difficulté du patient qui a à se tourner dans le lit. Alors, pour ce qui est des fluctuations motrices imprévisibles, elles sont d'apparition plus tardive par rapport aux premières. On distingue les akinésies nictémérales qui surviennent le jour à horaires réguliers, le plus souvent en début ou en fin d'après-midi, donc après le repas. L'akinésie paradoxale pourquoi? Parce que le patient, il va prendre son traitement, mais il va rester akinétique et cette akinésie va apparaître 10 à 20 minutes après la prise de traitement et elle va persister jusqu'à 20 minutes. En fait, c'est assimilable à un retard d'efficacité de la lévodopa. Et puis les effets on-off, c'est-à-dire c'est un malade qui était bien et brutalement, en quelques secondes, il passe d'un état on à un état off. Pour ce qui est des fluctuations non motrices, alors leur prévalence est variable de 17 à 47% des cas. Elles sont concomitantes ou indépendantes des fluctuations motrices et parfois au premier plan et le plus souvent corrélées à un état off. Donc elles s'améliorent le plus souvent là aussi avec le traitement dopaminergique. Et souvent c'est une source d'inquiétude pour les patients et l'entourage qui ne relient pas forcément toutes ces fluctuations non motrices à la maladie de Parkinson. Donc, on distingue les fluctuations cognitivo-psychiques qui se manifestent avec un ralentissement idéatoire, une difficulté de mémorisation, avec une anxiété très sévère liée au blocage moteur. Vous avez des patients qui sont très bloqués avec une anxiété, ça se voit sur leur visage, parfois de véritables attaques de panique, des épisodes aigus de tristesse, voire d'idées suicidaires. J'avais une patiente qui était pendant les phases off, elle était très déprimée à tel point qu'elle organisait son temps pendant la journée pour recevoir la famille. C'est-à-dire, elle savait que à ce moment-là, elle va être déprimée, elle pourrait parler à personne, donc elle organisait son temps en fonction de ces fluctuations thymiques. Et puis, ces fluctuations, parfois, elles sont beaucoup plus gênantes que les fluctuations motrices elles-mêmes. Alors, les fluctuations aussi, on a des fluctuations dysautonomie qui sont les plus fréquentes et les plus gênantes. Elles peuvent mimer des urgences médicales ou chirurgicales. Ça peut être des douleurs thoraciques ou bien de véritables crises de dyspnée liées aux phases off, des douleurs abdominales aiguës isolées qui vont entraîner de nombreuses explorations, ou bien des crises sudorales les plus fréquentes qui sont liées au stade off des patients qui tremblent beaucoup. Donc, ils vont avoir des crises végétatives, des crises sudorales, et ces crises sudorales peuvent aussi survenir en phase on quand il y a des dyskinésies très importantes. Et puis enfin, il y a les fluctuations sensitivo-douloureuses.
Et donc là, c'est des douleurs du off qui s'améliorent en on après un traitement. Donc des douleurs diverses, des sensations d'étau, de brûlure, de paresthésie, de myalgie, douleurs pseudo-rhumatismales et voilà, qui sont parfois très très pénibles à supporter. Alors pour ce qui est des dyskinésies, donc on distingue 4 types. Donc il y a les dystonies des périodes off qui sont les premières à survenir. Donc c'est des dystonies souvent matinales avec une extension du gros orteil, un pied en varus équin, flexion des orteils. Et plus rarement, on peut avoir des dystonies qui intéressent les mi-troncs, le tronc, le cou ou les membres supérieurs. Ensuite, on a les dyskinésies de début et de fin de dose. De début, c'est-à-dire qui vont survenir juste après la prise de la lévodopa. Et c'est souvent des mouvements baliques au niveau des racines des membres inférieurs qui sont moins brusques que les mouvements baliques qu'on voit dans les autres pathologies. Et les mouvements, par contre, les dyskinésies de fin de dose, ce sont des mouvements plutôt dystoniques. Et puis, il y a les dyskinésies de milieu de dose. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles surviennent au moment du pic maximal de la concentration sanguine de la lévodopa. Et ça peut être donc des mouvements choréiques ou choréathétosiques qui intéressent les membres, le tronc, le cou, ou encore l'extrémité céphalique. Et puis, les dyskinésies beaucoup plus rares, telles que les myoclonies, bon, c'est décrit, moi j'en ai jamais vu, je sais pas ici les collègues, des myoclonies spontanées, d'axons aussi, qui surviennent vraiment très rapidement après la prise, quelques minutes après la prise de la lévodopa, qui disparaissent dès que l'effet clinique survient. Ou encore, on peut avoir ce qu'on appelle des dyskinésies diaphragmatiques qui vont être responsables de troubles respiratoires. Alors, comment on va évaluer ces complications? Bon, déjà, à chaque consultation qu'on va à Parkinson, à chaque fois qu'on le voit, il faut essayer d'évaluer ces types de complications. Bon, tout d'abord, l'interrogatoire. Donc, on demande au patient. Mais avant de lui demander s'il a ce type de complications, il faut déjà qu'il sache différencier entre tremblement et dyskinésie. Donc, il faut insister là-dessus. Souvent, les malades, ils prennent les dyskinésies pour de tremblements. Donc, voilà, donc faire une bonne éducation, différencier entre tremblement et dyskinésie, entre ce qui est dystonie aussi, un état on et aussi un état off. Donc, il faut qu'on s'entende entre praticiens et patients sur toute cette terminologie. Lui poser des questions par rapport au moment de prise de médicaments. Est-ce que c'est fixe ou est-ce que c'est fixe ou bien est-ce que c'est aléatoire? Et quand survient la kinésie de fin de dose? Le moment de repas, le contenu de repas, est-ce que c'est des repas riches en protéines ou pas? Le type de fluctuation et les dyskinésies. Notez pendant donc, la consultation le moment d'examen, donc l'heure à laquelle vous l'examinez, et le moment par rapport à la prise antérieure de lévodopa. Il faut s'aider des vidéos familiales. Donc toujours demander pour la prochaine consultation de ramener des vidéos pour pouvoir bien visualiser les choses. Et puis, si on ne sait pas, on n'arrive pas à faire la part des choses, est-ce que vraiment le patient fluctue ou pas? Eh bien, on peut faire un test DOPA en consultation. Bon, pour les patients qui peuvent se permettre de venir en off. Bon, moi, je le fais assez souvent. Pour ceux qui viennent en off, donc je leur demande de venir en début de consultation. Je les vois, je les examine. En fait, je fais le test à la L-DOPA et puis après, ils prennent leur traitement et je les réexamine 1 heure après. Ça me permet déjà de voir vraiment, de visualiser mon état off du patient parce que parfois on s'entend pas, le malade il vous dit je suis très bloqué et en consultation c'est pas clair. Donc ça me permet de voir son état off. 2, de voir la réponse à la lévodopa. Parce que là aussi, les patients vous disent je ne m'améliore pas, je ne m'améliore pas, je ne m'améliore pas. Mais parfois, ils ne savent pas faire la différence entre une prise, l'amélioration après une prise et l'amélioration au cours de toute la journée. Donc, ce qui est important, c'est de savoir le degré d'amélioration après une prise de lévodopa. Donc, deuxième point, de voir l'amélioration. Et puis aussi, de voir l'apparition de dyskinésie. Donc, le malade, bon, c'est vrai que c'est pas agréable, il va rester toute l'après-midi en consultation, mais vous allez pouvoir le voir entre 2 malades, voir quand est-ce qu'il va y avoir les dyskinésies qui apparaissent, combien la durée de ces dyskinésies et combien aussi la durée d'une prise de lévodopa. Ça va vous permettre par la suite de bien connaître l'intervalle de prise à faire pour le patient. Bien sûr, si vous ne pouvez pas le faire en consultation, il faut le faire en hospitalier pour une demi-journée. Vous convoquez votre malade et puis on le fait. Alors, les fluctuations motrices, là aussi en consultation, on peut faire rapidement. Hein, le score EPDRS 4,
Donc, on va voir la durée. On pose la question directement au patient pour la durée des périodes off. Donc, ça peut aller moins de 25 jusqu'à 75% du temps. Et puis, l'autre item, c'est de voir le retentissement fonctionnel des fluctuations qui vont d'un état, donc un retentissement minime jusqu'à un retentissement sévère. Et la même chose, le même scoring est fait pour les dyskinésies. Alors, il y a une échelle, l'échelle de Gotts, qui est plus spécifique des dyskinésies. C'est très rapide, c'est en 5 minutes. Vous demandez au patient de se lever, de marcher, d'aller se servir, d'ouvrir une petite bouteille d'eau, de la boire et de boutonner un manteau. Ça vous permet de voir le degré de visualiser déjà le type de dyskinésie, leur siège et leur sévérité et le retentissement sur ces activités motrices. Alors, autre élément très intéressant en consultation pour approcher là aussi, c'est le carnet de surveillance journalier. C'est très important. Donc, vous pouvez aussi, là, vous pouvez, enfin, c'est quoi? C'est un calendrier que le patient, vous allez demander au patient pour la prochaine consultation de vous le remplir quelques jours avant la consultation prochaine. Donc, la semaine d'avant votre rendez-vous, il vous remplit ceci. Alors, qu'est-ce qu'il va remplir? Les horaires des prises des médicaments, son état chaque heure, est-ce qu'il est en on et en off, et les dyskinésies, quand est-ce qu'il va les avoir. Et bien sûr, les périodes de sommeil. Alors tout ça, quand il va ramener ça sur 3 ou 4 jours, on va pouvoir vraiment bien objectiver son état, le nombre d'heures de période off pendant le jour et le nombre d'heures de dyskinésie pendant le jour. Alors, je passe maintenant au volet thérapeutique. Alors, pour le volet thérapeutique, je me suis basée essentiellement sur ces 2 articles. Donc le premier, c'est les recommandations de la MDS, les dernières de 2018. Et le second, c'est un article que j'ai trouvé très intéressant qui vient de paraître février 2024, qui reprend aussi toutes les recommandations des complications motrices de la maladie de Parkinson. Alors, première des choses, quand on a des fluctuations motrices, s'assurer de la manière dont est faite la prise de la levodopa. Malheureusement, on a encore toujours des patients qui les prennent après le repas. Ça, on continue à voir ça. Donc, bien sûr, il faut que ça soit sur un estomac vide, prise à jeun 30 à 60 minutes, ou bien 60 à 1h30 après le repas. Alors, il faut bien aussi expliquer au patient que quand il prend le médicament, il n'est pas obligé de manger. Ça, c'est s'il a envie de manger, il faut qu'il atteigne, qu'il marque un temps, voilà. Donc, au moins une demi-heure à 60 minutes. Pourquoi? Parce que regardez sur cette photo, ça, c'est une photo d'un estomac où vous voyez ici une capsule, un comprimé de levodopa 1h30 après la prise. Donc, pourquoi on a ça? Non, c'est juste pour montrer, parce que vous savez très bien que dans la maladie de Parkinson, il y a la gastroparésie. Donc, 1h30 après, on a toujours, à cause de la gastroparésie et la motilité intestinale qui est réduite dans la maladie de Parkinson, que votre comprimé ne passe pas. Voilà, donc prise à jeun nécessaire. Sinon, donc là, il y a ce qu'on appelle la protein redistribution date, c'est-à-dire que surtout, on va le faire quand on a des fluctuations imprévisibles qui sont mal supportées, c'est-à-dire que on va pas dire aux patients de ne pas manger des protéines, parce que là aussi, il y en a pas mal qui viennent, ils ont arrêté toutes les protéines, c'est pas possible. Sinon, on va avoir d'autres répercussions. C'est de prendre les protéines le soir, quand on a des fluctuations pendant l'après-midi, donc de reporter sur le soir. Parfois, on peut s'aider d'un nutritionniste pour essayer de réguler tout ça. Alors, autre point important, c'est de traiter l'hélicobacter pylori. Vous savez que 50% de la population générale a cette bactérie, et donc le fait d'avoir ça, ça réduit de 30% l'absorption gastrique de la levodopa. Donc, c'est utile de faire parfois le test à l'urée pour rechercher cette contamination. Et puis, il y a aussi ce concept de Small Intestinal Bacterial Overgrowth, SIBO. C'est en fait une prolifération bactérienne excessive au niveau de l'intestin grêle. Et il y a des études qui ont démontré que quand on a des bactéries, une prolifération très importante au niveau de l'intestin grêle, c'était un facteur d'aggravation des fluctuations motrices, parce qu'en fait, ça va entraîner une malabsorption. Et pourquoi on a ce symptôme? Tout simplement parce que là aussi, on a un problème de motilité intestinale. Et donc, vous savez qu'à l'état normal, donc les bactéries, elles sont, comment on va dire, éliminées par le suc gastrique, les enzymes pancréatiques biliaires, et aussi par la motilité. Et chez les parkinsoniens, ceci fait défaut. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir une prolifération excessive qui va entraîner une malabsorption de la levodopa. Et donc, il faut lutter pour ça et donc activer le transit
aussi et traiter toute constipation. Alors, d'un point de vue spécifique, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une akinésie de fin de dose? Bon, d'abord, augmenter la dose de la levodopa si, par prise, je dis bien par prise, si la dose est faible initialement. Mais parfois, si déjà un malade, il prend déjà 200 mg par prise, c'est un peu difficile d'aller au-delà. On peut aussi fractionner les doses en faisant des intervalles de prise plus courts. Alors, deuxième stratégie, on peut... alors, j'ai mis ici les formules à action prolongée, donc c'est-à-dire les formules de levodopa à action prolongée. Il y a deux types. Il y a ce qu'on appelle les controlled release, CR, c'est ce qu'on connaît, 125 LP de Modopar ou bien Sinemet, 100 ou 200 mg. Alors, aucun intérêt en cas de fluctuation ou de dyskinésie de donner les formes LP. Pendant le jour, ça n'a aucune utilité, tout simplement parce que c'est une absorption moindre avec un d'effet qui est retardé par rapport au comprimé simple. Et donc, ça va augmenter, on a besoin d'augmenter la dose individuelle d'environ 30% pour obtenir une réponse clinique équivalente. Et le seul intérêt de ces formes CR, c'est de les donner le soir pour éviter l'akinésie de milieu de nuit ou bien du matin. Et donc, l'utilisation par jour, le jour, elle est compliquée car le début d'effet est imprévisible, les réponses sont retardées, pouvant aggraver même les fluctuations motrices. Alors, l'autre formule qui existe dans les formes, c'est l'extended release. C'est ce qu'on appelle les libérations modifiées. Donc, il y a deux types. C'est le médicament s'appelle Ritari aux États-Unis et le Numiant en Europe. Donc, ça existe, donc L-dopa, carbidopa, ce sont des gélules de 95, 145, 195, 245 mg de levodopa. Alors, le pic, il est atteint après 1 heure de prise et il est maintenu pendant 4 à 5 heures, suivi d'une baisse progressive de plus de 6 heures. Donc, par contre, cette forme, elle est utile quand le fractionnement et quand les autres traitements dopaminergiques qu'on peut associer deviennent inefficaces. Et on a une réduction de 70 minutes des périodes off par rapport à la formule simple IR, c'est-à-dire immediate release. Donc, cette extended release, on peut la faire en remplacement direct d'une forme simple ou une forme CR. La dose et la fréquence de dosage ne sont pas directement interchangeables avec celle de la levodopa normale. Elle doit être ajustée afin de contrôler suffisamment les symptômes. Donc, il y a une table de conversion. Il faut multiplier les doses par 2. En fait, quand j'ai regardé, il y a une table qui vous donne, en fonction déjà de la dose initiale de levodopa, combien vous devez donner d'extended release pour pouvoir avoir le même effet clinique. Voilà, alors c'est une gélule toutes les 6 heures. Possibilité de prise en ouvrant, donc pour les patients qui ont des troubles de la déglutition, c'est des gélules, mais qu'on peut prendre, voilà, on peut les ouvrir et les prendre avec une petite quantité de cuillère à soupe, ils disent d'aliments mous, compote de pommes ou yaourt. Donc c'est utile pour les patients qui ont des dysphagies. Alors l'autre stratégie, donc si on change pas la formule de levodopa, on peut rajouter un autre médicament selon le profil clinique du patient, selon la disponibilité de ce qu'on a au Maroc et selon le coût aussi du médicament. Donc, on a le choix entre agonistes, les inhibiteurs de COMT, l'IMAO type B et l'istradéphylline qui est un antagoniste récepteur à l'adénosine A2A. Bien sûr, on ajoute toujours un médicament, pas deux en même temps, et bien sûr toujours à la dose la plus faible possible. Alors, pour ce qui est de l'agoniste, alors il n'y a pas... les agonistes leur efficacité est supérieure aux deux autres. Il n'y a pas de supériorité d'un agoniste par rapport à un autre. Par contre, il faut faire attention au sujet au-delà de 70 ans pour tous les effets secondaires que l'on connaît, confusion, hallucination et autres. Pour les inhibiteurs de la COMT et l'IMAO type B, donc ils permettent d'augmenter la durée d'action de la levodopa. Et donc, attention, ça peut augmenter les dyskinésies. Donc, on a pour la COMT l'antacapone, l'ipicapone. La tolcapone n'est pas utilisée à cause de l'atteinte hépatique. Et donc, quand on a des dyskinésies associées, il faut diminuer de 10 à 30% la dose de la levodopa. Alors, pour l'IMAO type B, donc la raségiline a prouvé son efficacité dans le traitement des fluctuations, pas la céligénine. Safinamide, oui, c'est le gazadajol, là aussi, il a prouvé son efficacité. Le zonisamide aussi, qui bloque les canaux calciques et le sodique voltage dépendant, et c'est aussi un inhibiteur du glutamate. Donc, il est utilisé depuis 2009 au Japon
comme thérapeutique pour les fluctuations. Et il y a un effet comparable de la razagéline et de l'entacapone. Donc vous avez le choix entre les deux en fonction du profil du patient. Et puis voilà, donc l'istradéfiline, donc c'est ce qu'on a, il est commercialisé sous forme de le médicament s'appelle Nouriance. Donc FDA l'a donné en 2019, donc c'est tout récent. Et là aussi c'est une seule gélule par jour, 20 ou 40 mg. Alors pour les périodes off imprévisibles, donc tout ça c'était pour les akinésies de fin de dose. Pour les périodes off imprévisibles, donc là il faut y aller rapidement, il faut donner quelque chose qui ait un effet rapide parce que le malade se bloque d'un seul coup. Et donc ce qui est le plus rapide, c'est l'apomorphine en stylo injectable ou bien la L-Dopa inhalée. Alors l'apomorphine en stylo injectable, donc il faut bien sûr faire un ECG avant, surtout si déjà un patient il a un risque d'un allongement du QT, prémédiqué par la domperidone, et puis on va faire une titration progressive. Ne pas oublier que c'est un agoniste puissant, donc il donne beaucoup d'hypotension orthostatique, donc il faut mesurer avant et après. Donc ce qui est préconisé, donc de faire mesure de la tension artérielle couché debout avant et après 20, 40, 60 minutes de la prise pour détecter une hypotension. Voilà, donc alors il y a la forme aussi sublinguale qui vient de sortir en 2020, l'apomorphine. Voilà, donc c'est dosé à 10, 15, 20, 25 et 30 mg. Et puis il y a la L-Dopa inhalée, c'est le médicament s'appelle le Inbrija. Là aussi c'est très récent, en Europe c'est 2024, aux États-Unis 2018. Donc les doses recommandées, c'est 2 gélules jusqu'à 5 fois par jour sans dépasser 10 à inspirer dans un inhalateur. Voilà, donc l'amélioration, là aussi, elle est très rapide après 5 minutes. Bon, quelques effets secondaires, un type de toux, infection des voies aériennes supérieures et des nausées. Pour ce qui est là aussi de l'akinésie paradoxale, donc ça traduit une mauvaise absorption sur un estomac encore plein, ou bien encore des récepteurs striataux non répondeurs, ce qui prolonge le off. Et donc, il faut vérifier si un repas est très riche en protéines, lutter contre la gastroparésie. On possédait de la domperidone, mais attention, dans les recommandations, il ne faut pas l'utiliser plus d'une semaine à cause du risque, là aussi, de l'allongement du QT, et encore moins chez les patients âgés, pour la domperidone. Alors, par exemple, si on a une akinésie paradoxale qui survient en milieu d'après-midi, eh bien, la dose d'avant, on peut augmenter la dose 1 heure avant cet état. Et puis là aussi, c'est l'apomorphine sous-cutanée et la L-Dopa inhalée qui peut faire l'affaire. On a aussi ce qu'on appelle akinésie aiguë, donc c'est des états akinétiques qui ne répondent pas au traitement. Il faut chercher une pathologie intercurrente, neuroleptique cachée, infection, fracture, chirurgie, parce que ce sont des véritables urgences avec un risque de décès. Alors pour les dyskinésies, on ne traite que les dyskinésies gênantes. Là d'abord c'est une règle. Souvent parfois les malades sont anosognosiques, donc on ne va pas aller s'amuser à traiter, on surveille. Donc 17% à 5 ans, 43 à 10 ans. Il faut optimiser donc les doses de la L-Dopa, mais il y a un risque d'aggravation des symptômes moteurs, et donc en fait la solution c'est de diminuer les doses de la L-Dopa, mais au risque que l'état parkinsonien s'aggrave. Alors quand on a affaire à des dyskinésies de pic de dose, donc on va fractionner, risque d'augmentation des périodes off. La forme, comme je disais, CR, là aussi, pour les dyskinésies, est unitule. On peut utiliser bien sûr les autres agonistes, donc en patch, ou bien l'extended release. Ils sont utiles, qui vont en fait permettre de donner une stimulation qui est continue. L'amantadine est un très bon médicament antidyskinétique. On peut aller jusqu'à 400 mg par jour, mais attention, il ne faut pas le donner le soir parce que ça agite, ça donne de l'insomnie. Donc, dernière prise vers 17 heures. La clozapine, là aussi, c'est très efficace contre les dyskinésies, mais ça nous oblige à faire, comme vous le savez, des NFS toutes les semaines à cause du risque d'agranulocytose. Alors, le lévétiracétam, il y a eu 2 études qui ont montré son effet, mais les résultats sont quand même mitigés. Pour les dyskinésies biphasiques, donc des débuts de dose, donc il faudrait donc à ce moment-là augmenter plus la dose de L-Dopa, mais on risque d'augmenter les dyskinésies de pic de dose à ce moment-là. On peut rajouter des agonistes, réduire les doses, et puis voilà. Donc là aussi, la L-Dopa CR à éviter. Et puis les dystonies matinales, donc soit on donne une forme CR au coucher, donc une forme LP au coucher, ou bien on rajoute une forme simple au coucher, ou encore un agoniste au coucher. Sinon, on peut faire dès le matin, dès que le malade, enfin, avant qu'il ne se lève, on peut lui demander de prendre déjà une prise, ou encore l'apomorphine injectable. Alors donc juste pour rapidement, donc en cas de fluctuation motrice, bien sûr toujours voir
le régime alimentaire. Ensuite, si on a des périodes off imprévisibles ou bien une akinésie paradoxale, apomorphine injectable, L-Dopa inhalé. Si on a une akinésie de fin de dose, augmenter la dose par prise, fractionner les doses. On peut utiliser un autre médicament rajouté, soit un agoniste qui est supérieur au COMT et IMAO, ou bien l'istradéfiline, ou encore l'extended release et la forme CR la nuit. Pour les dyskinésies, là aussi fractionnement, rajout d'un autre médicament, j'ai mis ici que les agonistes, amantadine, clozapine et des doses plus fréquentes de L-Dopa si on a pour éviter les dyskinésies du off. Alors tout ceci parfois n'est pas utile, on n'arrive pas à optimiser, à avoir une qualité de vie adéquate, et donc quand ces fluctuations de dyskinésie deviennent gênantes, qui retentissent sur la qualité de vie du patient, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle donc une phase avancée. Il faut donc phase avancée, c'est-à-dire dès que vous avez un patient qui prend 5 prises par jour de Levodopa, qui a 2 heures de période off par jour et 1 heure de dyskinésie gênante, là il faut passer la main à un traitement de deuxième ligne, et donc il faut envoyer le patient à un centre de référence pour le choix entre l'une de ces thérapeutiques, DBS, pompe à apomorphine sous-cutanée, ou bien pompe à Duodopa. Alors au Maroc, on ne fait que la DBS. La pompe à apomorphine, on l'a, mais le laboratoire, malheureusement, il faut qu'il y ait une infirmière, qui prenne en charge les malades, et c'est pas le cas, et puis en plus c'est pas remboursé, ça coûte entre 10 000 et 11 000 dirhams par mois, donc tant qu'on n'a pas le remboursement par l'ANAM, on peut pas l'utiliser. Alors le choix dépend au cas par cas, selon le profil du patient, les expectations du patient et son aidant, les comorbidités, le coût, et puis surtout les expériences de l'équipe. Par exemple, en Suède, ils font beaucoup plus de pompes à Duodopa, ils sont beaucoup plus infusion therapy que DBS. Il n'y a pas eu jusqu'à ce jour d'études randomisées qui ont comparé ces 3 devices et des thérapies, et pas de critères définitifs pour choisir l'un et l'autre. En fait, donc il y a beaucoup de critères qui interviennent dans le choix. Alors, si un patient est moins de 70 ans, on peut choisir entre les 3, théoriquement. La pompe à apomorphine en première intention, si le patient préfère, ne veut pas une technique invasive. Par contre, si on a un tremblement important, des dyskinésies sévères, là, on sera beaucoup plus chirurgie que pompe. Dépression sévère, et si on a une dépression sévère ou bien des troubles cognitifs, là aussi, on préférait mettre une pompe que la DBS. Et puis, au-delà de 70 ans, c'est essentiellement les pompes. Voilà, donc pour conclure, les complications motrices de la maladie de Parkinson sont très fréquentes. Il y a une nécessité pour un traitement, une bonne prise en charge, d'éduquer les patients à toute la sémiologie qu'on utilise nous en tant que praticiens. Il faut évaluer de manière précise par l'observation, le test à L-Dopa et le carnet de surveillance. Ce sont des complications qui restent difficiles à traiter et il ne faut pas donc hésiter à passer un traitement de deuxième ligne. Retenez la règle de 5-2-1, 5 prises, 2 heures de off, 1 heure de dyskinésie gênante, et donc il ne faut pas tarder à envoyer vos patients à un centre de référence. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'on ne reçoit pas beaucoup, en tout cas personnellement. Peu de médecins nous envoient, quelques-uns, des patients pour chirurgie. Donc il faut pas, et on a maintenant des devices gratuits à l'hôpital, donc il ne faut pas hésiter, il ne faut pas garder trop longtemps les patients. Chez vous, parce qu'à un moment donné, ça sera trop tard. Même si on veut l'opérer, ça sera trop tard. Voilà, je vous remercie.